Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Cour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un drame familial qui dépasse l'entendement. Le 7 octobre 2014, un homme exécute froidement le patron d'un garage automobile, Frédéric Piard, et l'une de ses employées, Virginie Manéché. L'homme s'appelle Denis Manéché, et non seulement il est le compagnon de Virginie, mais chose inimaginable, il est aussi son père biologique. Avec moi, vous entendrez les voix de Betty Manéché, la sœur de Virginie, elle aussi victime de son père Denis, celle des journalistes et des avocats qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. 8 septembre 2014, le jour se lève sur le petit village de Plainville, dans l'Oise. Pour Denis Manéché, 51 ans, c'est le début d'une journée en apparence comme les autres, en apparence seulement. Car Virginie, sa compagne de 33 ans, a choisi ce jour-là de le quitter, sans qu'il ne se doute de rien. C'est un matin comme tous les autres. Denis Manéché, Virginie, leur fils, se lèvent, se préparent. Elle lui fait le café, elle prépare ses affaires, comme tous les matins, une espèce de scène de routine. Sauf que ce jour-là, c'est la dernière fois qu'elle va faire ça. Virginie Manéché va quitter le domicile familial pour ne plus jamais y revenir. Elle avait préparé toutes ses affaires, elle avait tout caché, chargé la voiture et fait en sorte de ne laisser aucune trace pour qu'il ne puisse pas la retrouver. Avant de disparaître, Virginie attend que son mari parte travailler. Et ce n'est pas par hasard. Elle avait vraiment envie de faire les choses bien, le quitter, mais en faisant les choses bien. En effet, Virginie va nettoyer et ranger la maison de fond en comble. Et même plus surprenant, elle va lui préparer le repas du soir. Au moment où elle part, où elle s'enfuit de son domicile, elle a fait à manger pour lui le soir, la table est mise et elle lui a laissé un courrier. C'était une lettre d'adieu, une lettre de je passe à autre chose, essaye de me comprendre, j'ai le droit. Voilà, c'est une lettre explicative de ce qu'elle désire et sans faire de mal. Dans cette lettre, elle lui dit que c'est fini, qu'il ne la reverra plus et qu'il pourra garder des liens avec leur fils, mais qu'elle n'entend plus poursuivre la vie avec lui. Virginie ne le sait pas encore, mais sa décision aura de lourdes répercussions. Derrière ce départ se cache en fait une histoire d'amour hors norme qui va prendre fin dans un bain de sang. De l'extérieur, rien ne peut permettre d'appréhender ce qui se joue une fois que les portes sont refermées. C'était les coups, et puis à genoux. Il leur cognait dessus avec une violence absolument incroyable. Et il va les initier à un âge où on n'initie absolument pas les enfants à la sexualité et surtout pas ses propres enfants pour servir ses propres besoins sexuels. L'inceste, c'est terrible. C'est le pire crime du monde. Les gendarmes ne bougent pas parce qu'ils sont à 1000 lieues d'imaginer que cette histoire va se terminer dans un bain de sang. Si Denis Manéché est remis en détention, il ne peut pas se passer ce qui s'est passé à Gisors. Ce dossier, à mes yeux, est un fiasco judiciaire du début à la fin. Lorsque Denis Manéché rentre du travail, Virginie n'est donc pas là pour l'accueillir. Et comme cela ne lui ressemble pas, il pressent que quelque chose de grave s'est passé. Il est complètement affolé, il la cherche partout, il fouille dans toutes les pièces.
Finalement, il va trouver sur la table du salon une lettre dans laquelle Virginie lui annonce qu'elle le quitte définitivement. C'est un véritable choc pour Denis Manchez, qui ne s'attendait absolument pas à ce départ précipité, à cette rupture. Il est face à quelque chose dont il n'imaginait pas que ça puisse lui arriver. Que Virginie s'en aille, ça c'était quelque chose d'impensable, d'inimaginable. Et donc il est sans réponse immédiate, il s'écroule. Mais loin de se laisser abattre, Denis va très vite entreprendre des recherches, bien décidé à retrouver celle qui partage sa vie depuis plus d'une dizaine d'années. À Plainville, Denis et Virginie Manochet mènent une vie discrète avec leur fils âgé de 13 ans. À première vue, la petite famille semble heureuse et épanouie. Le couple Denis Manchez et Virginie donne toutes les apparences d'un couple tranquille, d'un couple heureux. Certes, il est un petit peu plus âgé qu'elle. Ils étaient rayonnants. Moi, je peux pas. Je dis autre chose, je mens. Ils me donnent l'impression, le sentiment, et je crois que c'est une réalité. Ils sont amoureux. Les deux amoureux ont une passion commune pour la mécanique automobile. Denis est chef d'atelier chez un concessionnaire de Gisors, à 1 heure de route du domicile. Non loin de là, Virginie a été embauchée comme mécanicienne dans un garage familial. Elle adorait mettre les mains dans le cambouis, elle était passionnée par la mécanique. Elle était appréciée de ses collègues de travail. Dans un monde plutôt masculin, c'était le monde de la mécanique, auto, et elle avait, semble-t-il, vraiment fait son trou. Denis Manchez est un travailleur sérieux, voire acharné, qui travaille énormément, qui donne satisfaction, qui s'investit beaucoup. Un métier qui les passionne et une vie sans histoire. Seulement au sein du couple, tout ne va pas aussi bien qu'il n'y paraît. En réalité, Denis est un homme jaloux, possessif et violent. Virginie Manochet, à cette époque-là, va surtout se confier à ses collègues de travail. Et elle va découvrir que la relation qu'elle vit au quotidien n'est pas forcément une relation habituelle dans un couple. Elle se plaignait régulièrement de son conjoint. Elle n'avait pas le droit de se maquiller, elle n'avait pas le droit de sortir. Il lui interdisait même des repas entre collègues. Elle parle de faits de violence, elle parle de difficultés relationnelles, etc., etc. L'un des employés a été raconté que lorsqu'il souhaitait bon week-end à Virginie, elle lui répondait « Parle pour toi, pour moi les week-ends c'est un enfer ». Nous avons retrouvé Betty, la sœur de Virginie. Elle se souvient parfaitement du comportement tyrannique de Denis Manochet. Avec Denis, c'est voilà, faut le servir comme une bonne. Il est tout puissant, c'est le seigneur dans sa maison et effectivement Virginie était tenue de répondre à toutes ses exigences à la seconde et peut-être même d'essayer d'anticiper ses désirs pour éviter d'avoir des soucis avec lui. Virginie, à cette époque-là, ça devait être la femme soumise. Jusqu'au jour où Virginie prend une décision radicale, quitter son compagnon. Cette solitude et cet enfermement a boosté Virginie à prendre la décision de pouvoir découvrir autre chose et mener sa vie avec son propre enfant. Elle sait que Denis Manochet ne peut absolument pas accepter qu'elle ait une vie hors de lui. Elle va prendre conscience qu'elle a véritablement besoin non seulement de préparer ce départ, mais également de se faire aider. C'est Clémence Roussel qui va s'occuper de son cas. À l'époque, elle travaille dans une association pour femmes battues à Beauvais. Son enfant grandissant, il y avait cette volonté de partir pour le protéger, pour se protéger elle-même, peut-être par peur qu'il y ait de nouveaux épisodes de violence, notamment des violences physiques. Virginie craint des représailles de la part de Denis. Alors elle va tout préparer.
Virginie Manechet, pour arriver à échapper à Denis Manechet, est obligée en fait de développer tout un système digne des évadés. Il y avait un code, une sorte de code qu'on avait mis en place. Dans la mesure où elle était extrêmement surveillée, extrêmement suivie, on avait décidé que c'était elle qui devait m'appeler quand elle en avait besoin. C'était toute une opération secrète digne des films d'espionnage pour réussir à communiquer avec elle, pour lui expliquer le moment de partir, pour faire les démarches, pour avoir un logement à ce moment-là. Jusqu'au bout, elle a multiplié les stratagèmes pour réussir à quitter le domicile de Plainville, quoi. Pour autant, malgré cette extrême prudence, Denis semble soupçonner que quelque chose se trame derrière son dos. Lors de cet été 2014, parce que peut-être inconsciemment il sent que quelque chose est en train de changer dans la personnalité de Virginie, il va multiplier les agressions verbales et les agressions physiques. Quelques semaines plus tard, le matin du 8 septembre 2014, la jeune femme se décide enfin. Et avant de partir, elle prend une ultime précaution. Elle a coupé sa carte SIM. Elle a coupé la carte SIM pour ne plus être joignable. Et elle avait donné un nouveau numéro de téléphone sur lequel on pouvait la contacter sans aucun souci. Elle doit s'effacer complètement, disparaître. Elle sait que Denis Manechet est capable de tout. Elle sait qu'il est très intelligent, elle sait qu'il a de bonnes connaissances en informatique. Dans ce contexte-là, si elle veut prendre la fuite, il faut qu'elle prenne certaines précautions. Accompagnée de son fils, Virginie retrouve alors Clémence Roussel dans la banlieue de Beauvais. L'association pour femmes battues lui a trouvé un hébergement d'urgence. Elle va trouver refuge dans un hôtel qui va être payé, en tout cas pour un mois, par une association qui lui vient en aide. Elle s'est mise à pleurer et ce jour-là, son garçon m'a dit « Merci madame ». À ce moment-là, effectivement, j'ai cru que je lui avais sauvé la vie. Le plan de Virginie pour quitter le domicile familial se déroule à merveille. Seulement, cela ne va pas durer. Une semaine après son départ, Virginie découvre que Denis n'a pas l'intention de la laisser profiter de sa liberté retrouvée. Virginie Manechet a l'illusion que son stratagème a payé et qu'elle a réussi à semer Denis Manechet. Effectivement, dans les premiers jours, elle était contente parce qu'il ne l'avait pas retrouvé, parce que voilà, elle commençait à mener une vie un peu plus normale. Malheureusement, au bout d'une semaine, elle s'aperçoit que Denis Manechet est toujours sur ses traces et qu'il a entrepris de la chercher. Denis Manechet va passer tout le mois de septembre à chercher Virginie. Dans l'espoir de le décourager, Virginie va semer plusieurs fausses pistes, mais rien n'y fait. Denis tombe dans tous les pièges qui lui sont tendus. Pourtant, en à peine 2 semaines, il est tout près de la débusquer. Il la cherchera partout avec des adresses internet bidons, avec des faux comptes créés par-ci par-là. On sait qu'il va se déplacer jusqu'en Bretagne parce qu'il pense qu'elle est en train de suivre une formation pour une reconversion. Donc il va sur place et s'il s'aperçoit qu'elle est pas là. Le temps est compté quand on défie, Denis. Elle découvre qu'il l'attend devant la boîte postale qu'elle avait ouverte à Beauvais par l'intermédiaire de l'association Emmaüs. Virginie parvient à s'échapper in extremis. Mais la jeune femme est bouleversée. Quand elle a compris qu'il avait retrouvé sa trace, elle ne vivait plus. Elle craint qu'une seule chose, c'est qu'il la retrouve. Qu'il la tue, ou qu'il tue son enfant et se suicide derrière. Pour échapper à son ex-compagnon, Virginie doit déménager au plus vite. Et l'homme providentiel qui va lui tendre la main, c'est Frédéric Piard, son patron. Frédéric, qui dispose d'un logement au-dessus du garage, n'a pas l'ombre d'une hésitation. Il lui dit « moi j'ai un logement disponible, si tu veux ». À 31 ans, Frédéric Piard est propriétaire de son propre garage.
le jeune patron est très apprécié de ses salariés et de ses clients. Ses anciens collègues de travail l'ont suivi lorsqu'il leur a dit qu'il montait sa propre entreprise. Tout de suite, ils ont dit « Banco, on y va ». Son garage marchait très bien. Les gens de Paris qui venaient faire réparer la voiture chez lui. Quelqu'un qui ne faisait pas parler de lui, si ce n'est en bien. Cet homme, très attaché aux valeurs familiales, n'a pas supporté que son employé, Virginie en l'occurrence, se retrouve à la rue. Et donc, comme il y avait ce logement vacant, qu'il n'en faisait rien, il lui a proposé très vite, très spontanément de l'occuper. Grâce à la générosité de son patron, Virginie a trouvé un nouveau refuge. Cependant, elle vit constamment avec la boule au ventre, de peur de voir ressurgir son compagnon à tout instant. Dès qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans le garage, à se planquer derrière les bagnoles. Et tout le temps comme ça. Elle sait pertinemment qu'il la cherche et elle veut se faire voir le moins possible. En fait, elle s'attend à tout moment à ce qu'il arrive et qu'il lui fasse du mal. Et ce que Virginie redoutait tant ne va pas tarder à se produire. Denis Manechet va retrouver la trace de son ex-compagne, car celle-ci a commis une terrible erreur. Le 3 octobre 2014, Virginie quitte le garage, sort en voiture pour aller faire quelques courses au supermarché. Arrêtée au feu tricolore, elle regarde dans le rétroviseur et là, elle s'aperçoit avec stupéfaction qu'il y a une voiture derrière. Cette voiture, elle la connaît et surtout, elle reconnaît le chauffeur qui n'est autre que Denis Manechet. Virginie va alors tenter de semer Denis. Elle se tourne alors une nouvelle fois vers l'association de femmes battues qui lui était déjà venue en aide. Il m'a dit, il m'a retrouvé, il est là. Je lui ai dit, mais allez déposer plainte. Allez déposer plainte. Et elle était apeurée à ce moment-là. Virginie suit immédiatement le conseil de Clémence Roussel. Pour tenter de décourager son ex-compagnon, elle se rend à la gendarmerie de Gisors. Elle est reçue par un gendarme. Et elle va lui expliquer la situation, en disant voilà, il y a eu une histoire extrêmement compliquée. À la gendarmerie, lorsque Virginie Manechet raconte son histoire, elle va faire état de la violence physique, elle va faire état également du passé de Denis Manechet. Et l'histoire que Virginie raconte aux gendarmes, vous allez le voir, est totalement ahurissante. Les enquêteurs vont découvrir que Denis Manechet n'est pas seulement son ex-compagnon. En réalité, il est surtout son propre père. Denis Manechet était à la fois son conjoint, son père et le père de son fils. Mon frère et moi, on a vécu l'inceste pendant des années. L'inceste, c'est terrible. C'est le pire crime du monde. D'ailleurs, en prêtant attention à cette photo de Denis et Virginie, la ressemblance est évidente. Le même regard, les traits identiques. Pour expliquer pourquoi elle a fui le domicile conjugal, Virginie va livrer aux gendarmes son terrible secret de famille, qu'elle a évidemment caché à son fils. Elle a pris conscience de l'anormalité de la situation. Le fait que son fils commençait à grandir et qu'il commençait aussi à poser certaines questions. Je pense que Virginie a été très claire avec son fils. Elle voulait vivre avec son fils, mais dans la vérité. Cette vérité que Virginie a cachée si longtemps trouve son origine une quinzaine d'années plus tôt. À la fin des années 90, Denis Manechet est marié à cette femme, Laurence, sans emploi. Ensemble, ils auront 5 enfants. Virginie, l'aînée, Betty, de 2 ans, sa cadette. Le couple a 3 autres enfants, 2 garçons et la petite dernière.
Tous vivent dans cette grande propriété, en lisière de la forêt de Compiègne, à environ 90 km de Paris. Dans le début des années 2000, la famille s'est installée dans l'Oise, à côté de Compiègne. C'est une famille qui, vue de l'extérieur, a plutôt tout de l'image d'une famille heureuse. La famille Manéché, à la base, c'est une famille idéale, une famille modèle, avec 5 enfants, tous bien élevés, tous bien habillés, propres sur eux. La seule particularité, c'est qu'ils vivent dans une propriété qui est close de murs et qu'en réalité, ils ont très très peu de contact avec l'extérieur. À l'extérieur, la famille Manéché donne parfaitement le change. Mais derrière les murs de la maison, la réalité est bien différente. De l'extérieur, rien ne peut permettre d'appréhender ce qui se joue une fois que les portes sont refermées. À partir du moment où il passait la porte de la maison, tout devait se passer exactement comme lui. De toute façon, on n'entendait qu'une mouche voler dès qu'il était là, on était pétrifiés. C'est un foyer où tout est ordonné autour de Denis Manéché. En fait, à l'époque, Denis Manéché était déjà tyrannique et despotique. Et il s'en prenait à tous les membres de sa famille. Il punit à tout va pour des prétextes un peu fous. Il va jusqu'à pointer un fusil sur le visage de ses enfants dès qu'il sent une odeur de cigarette. On ne pouvait pas respirer, on ne peut pas discuter entre frères, on ne peut pas rigoler, on ne peut pas. On est juste les objets de Denis. Il faut imaginer que cette famille fonctionne à l'image d'une secte. Donc tout doit passer par le chef de cette secte, par le gourou de cette secte. Les membres de cette famille ne peuvent exister hors de cet homme. On est sous son emprise. C'est comme s'il avait une manette et puis que c'est lui qui nous met à droite, à gauche, devant. C'est comme ça qu'on était avec lui. Toute la famille vit dans la crainte des réactions du père, Denis Manéché, et des terribles punitions qu'il peut infliger lorsque l'on ne suit pas à la lettre les nombreuses règles qu'il impose. Il demandait à ses enfants de venir dans la maison. Donc là, ils venaient. Et il leur disait, vous allez fermer les volets. Donc ça, c'était le signe que ça allait très mal se passer. Une fois que les volets étaient baissés, il leur disait « Vous allez mettre la musique et vous la mettez à fond ». Donc ils allaient mettre la musique à fond. Quand on sait qu'on doit avoir une raclée, il faut aller aux toilettes avant parce qu'on se pile dessus et qu'il veut pas. Et suite à ça, il leur cognait dessus. Il leur cognait dessus avec une violence absolument incroyable. C'était les coups, et puis à genoux. On n'avait pas le droit de pleurer des coups. Si on était à genoux, il fallait pas qu'on renifle, il fallait pas qu'on pleure. Fallait pas qu'on se baisse. Pour Betty et sa sœur aînée Virginie, il y a bien pire. Alors qu'elles n'ont pas encore 10 ans, les fillettes sont victimes de viols de la part de leur père. Pendant des années, Denis Manéché va abuser de ses 2 filles et les forcer à garder le silence. Je me sentais humiliée, je me sentais pas exister. On n'avait déjà pas grand-chose, mais on nous avait retiré la plus pire chose qu'une femme peut espérer garder jusqu'au moment où elle se sent prête à franchir le cap. Et il va les initier à un âge où on n'initie absolument pas les enfants à la sexualité et surtout pas ses propres enfants pour servir ses propres besoins sexuels. L'emprise psychologique de Denis Manéché est tellement forte qu'il viole à tour de rôle ses filles sans que l'une sache ce qui arrive à l'autre. Mais un jour, Virginie va découvrir que sa sœur Betty est aussi victime des abus de son père. Et à ce moment-là, la parole semble se libérer. Ma sœur un dimanche après-midi m'a surprise dans la chambre. Elle m'a pris la main et on est descendu voir ma mère et on lui a dit. Elle a dit tout ce que papa me fait, il le fait aussi à Betty. Et le plus incroyable, c'est que Laurence, la mère de famille, ne réagit pas. Il n'y a rien qui se passe. Ça s'est passé, point. Ça se reproduira.
Et puis c'est ce qui a été pendant des années. Comble de l'horreur, elle va carrément se rendre complice des actes de son mari. La mère est totalement complice des actes du père. Cette complicité est telle que c'est elle qui va choisir les bons moments où l'une des filles doit rentrer dans le lit du père. Elle va même être là, elle aussi, pour participer à ses agapes. Elle programme les nuits à l'occasion desquelles c'est Betty qui doit aller dans le lit du père, et puis à d'autres dates, c'est Virginie qui doit aller dans le lit du père. Elle va tenir un livre pour noter les dates de règles de ses filles quand celles-ci vont être en âge d'être réglées. Pour Virginie et Betty, devenues adolescentes, le piège se referme encore un peu plus. Car Denis Manochet a une idée machiavélique. Il va entièrement revoir la configuration de la maison familiale. Et cela pour une simple raison. Faire de sa fille aînée sa femme. Le père va s'installer avec Virginie, qu'il a choisie comme étant son élue, celle qui désormais va partager sa vie et son quotidien, en tout cas le plus fréquemment possible. Il a carrément pris Virginie pour sa femme et en délaissant ma mère. Ce qui ne va pas empêcher des jeux sexuels avec la mère et avec Betty, Virginie n'ayant pas l'exclusivité de la relation sexuelle avec le père. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Manochet. Dans la seconde partie, vous allez découvrir que derrière la porte de la belle maison de la famille Manochet se cachait en réalité l'enfer. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Manochet, vous allez découvrir que derrière la porte de la belle maison de famille se cachait en réalité l'enfer. Avec moi, vous entendrez les voix de Betty Manochet, la sœur de Virginie, elle aussi victime de son père Denis, celle des journalistes et des avocats qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. La maison serait organisée en espèce de cercle concentrique avec au cœur lui et puis Virginie, autour les autres femmes de la famille, son épouse, son autre fille, et puis les garçons carrément à l'extérieur. Pour maintenir le contrôle sur les membres de sa famille, Denis Manochet va même installer des caméras de vidéosurveillance dans toute la propriété. À l'abri des regards indiscrets, y compris ceux de sa propre famille, l'homme ne se pose plus aucune limite. C'est au cours de l'année 2001, alors que Virginie vient tout juste de fêter son 20e anniversaire, que l'inimaginable va se produire. La fille tombe enceinte de son père. Sur ces photographies, Virginie affiche fièrement son test de grossesse. Et son père, sa mère, sa sœur, toute la famille semble partager sa joie. Nous sommes totalement dans le fonctionnement sectaire, c'est-à-dire que les règles sont celles qui sont posées par le père. Le père a décidé que sa fille allait lui donner un enfant. Tout le reste de la famille doit se réjouir de la nouvelle et on doit accueillir cet enfant comme étant quelque chose totalement normal dans le fonctionnement interne de cette famille. C'est un gourou et il crée une logique particulière et tous ceux qui sont rentrés dedans ne peuvent pas en sortir, mais pas plus qu'on peut sortir très facilement d'une secte. Cette emprise, l'un des membres de la famille va pourtant réussir à s'en libérer et à briser le silence. Il s'agit de Betty, la sœur de Virginie. Elle ne peut plus supporter les agissements de son père et elle entend bien désormais le dénoncer aux gendarmes. Le 9 janvier 2002, tout juste majeure, elle saute le pas. Je suis partie pour dénoncer les choses. Parce que j'avais peur de la suite. J'avais cette conscience de me dire que c'était pas bien. Je le savais, et moi ça m'a... Et je savais qu'un jour j'allais partir. Je savais de tout très très jeune que j'allais tout faire
faire exploser. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai porté plainte, j'ai expliqué ce qui s'était passé, de ce qu'on vivait à la maison. Les enquêteurs vont être tellement sidérés par ce qu'ils entendent qu'ils vont décider de lancer une enquête préliminaire avant d'aller immédiatement interpeller Denis Manochet et Laurence. Et ils vont mettre sur écoute la famille et au fur et à mesure de leurs actes d'enquête, ils vont s'apercevoir que tout ce que leur a dit Betty se vérifie. Ils vont découvrir qu'effectivement, Virginie est manifestement la maîtresse de son père. Qu'effectivement, elle donne naissance à un enfant et que cet enfant a les plus grandes chances d'être celui du père et de la fille. Au moment où Denis, Virginie et Laurence sont placés en garde à vue, on imagine que c'est la fin du cauchemar, que l'avenir c'est la prison, un procès d'assises et une lourde condamnation. Mais malheureusement, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Car contre toute attente, Virginie va prendre la défense de son père. Même éloigné de lui, l'homme continue à la manipuler. Le côté machiavélique de Denis Manochet est celui de lui laisser entendre depuis sa prison qu'elle ne retrouvera une relation avec son fils qu'en repassant par lui. Virginie, elle est complètement perdue. Elle a peur parce que, bien évidemment, face à l'horreur de la situation, immédiatement, son enfant a été placé. Cette séparation, c'est un drame. Elle va faire tout ce qu'elle peut pour essayer de récupérer cet enfant. Pour comprendre Virginie, il faut comprendre son parcours. Elle a été déscolarisée à l'adolescence, elle a été enfermée par son père et elle a été victime d'abus sexuels de son père. Elle est complètement sous la coupe de son père. Alors quand son père lui dit que le seul moyen pour récupérer son enfant, c'est de l'aider, de le défendre, elle le croit. Alors, lorsqu'elle est interrogée au sujet des viols décrits par sa sœur, Virginie donne une toute autre version. Il s'agirait en réalité de relations sexuelles consenties. Et pour persuader les enquêteurs d'abandonner les poursuites, Virginie va même réussir un tour de force, convaincre Betty, pourtant à l'origine de l'affaire, de se rétracter. Et elle me dit, Betty, je t'en supplie, prenne mon enfant. Il faut que tu te dises que tout ce qu'il y a eu, c'est pas vrai. Moi, je veux mon enfant. Donc, Betty Manochet va revenir sur ses déclarations. Pourquoi ? Pour faire plaisir à sa sœur, qui est son seul lien, entre guillemets, avec sa famille, qui est une personne qu'elle chérit énormément. Virginie désire ça, je ferai toujours tout pour ma sœur. Et de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai plus le choix maintenant. Quoi que je fais, ça fait du mal. Et à partir de là, le dossier s'effondre. Même si personne ne la croit, c'est écrit noir sur blanc, la victime principale, c'est-à-dire Betty, fait une volte-face très spectaculaire et elle effondre, elle explose le dossier, elle explose l'accusation. Denis Manochet et sa femme Laurence sont donc libérés. Pour autant, la justice n'abandonne pas les poursuites. 10 ans après la déposition de Betty, un procès est enfin annoncé et il va réserver bien des surprises. Le 15 novembre 2012, Denis et Laurence Manochet comparaissent devant la cour d'assises d'Amiens. Seulement, c'est un couple divorcé qui se présente dans le box. Car aujourd'hui, Denis Manochet s'affiche devant la cour comme le père et le compagnon de sa fille, Virginie, qui, elle, assume complètement cette relation incestueuse. Ils dissimulaient leurs liens parentaux depuis 8 ans, mais aujourd'hui, ils se montrent au grand jour. Ils s'embrassaient devant tout le monde, ils manifestaient de la manière la plus criante possible qu'ils étaient un couple. Virginie, au procès, vient clamer qu'elle est heureuse, vient hurler qu'elle veut vivre tranquille avec son père, qu'elle l'aime, qu'ils ont un enfant ensemble, elle veut recréer cette cellule. C'est la meilleure avocate de son père. Pour moi, ça n'est plus papa, c'est Denis. Et je suis heureuse avec lui. Et nous avons fait un enfant ensemble, qui est l'enfant de notre amour.
La seule qui va vraiment tenir sa place dans ce procès, c'est Laurence. À l'encontre de ses filles, elle va dire que tout ça a existé. Elle va dire que Virginie a été violée. Elle va dire que Betty a été violée. Elle va dire qu'elle a participé au viol, donc elle sait de quoi elle parle. Sauf que, il n'y a qu'un malheur, c'est que les filles, elles, ont un tout autre discours. Pour amadouer les jurés, la famille va jouer la corde sensible. Denis Manochet ne serait pas un père incestueux. En fait, il n'aurait fait que céder aux avances de Betty et Virginie, devenues les rivales de leur mère. Donc on a juste expliqué qu'on était amoureuses, 3 femmes qui se battaient pour le même homme, qu'on était amoureuses de lui, que tout ce qui s'est passé, c'est parce qu'on l'a voulu. Pour ne pas être condamnée, la famille Manchez décide de jouer la carte de l'amour consenti, de la belle histoire. Tout était planifié d'avance, sur quoi fallait jouer. Denis savait très bien qu'il pouvait faire confiance à ces deux filles. Et le plan va parfaitement fonctionner. Les interventions de Virginie et Betty en faveur de leur père font totalement basculer le procès. Ils étaient complètement dans l'émotion et oui, ils se sont fait forcément avoir. Parce qu'on était tellement entières et tellement dans notre histoire et dans notre amour, Virginie et moi. Denis Manochet et sa femme sont reconnus coupables, mais la peine prononcée est étonnamment légère. 5 ans de prison, dont 3 ans avec sursis. Les jurés, ils ont tenu compte des déclarations de Betty et ils ont considéré que le dossier était creux. Donc là, ils condamnent à 5 ans, dont 3 avec sursis, ce qui ne veut rigoureusement rien dire. C'est comme si cette famille incestueuse avait aussi pris le pouvoir sur la justice, en quelque sorte, en disant « mais il n'y a rien à voir, tout le monde est content, tout le monde est heureux ». La justice lui a dit, après avoir été savamment manipulé, « mais oui, c'est une belle histoire d'amour que vous avez vécue là, et finalement, l'inceste est consenti, c'est totalement surréaliste. Mais comment a-t-on pu en arriver là ? Comment a-t-on pu en arriver là ? » On avait le choix entre écouter le droit et faire respecter le droit ou de faire respecter la morale. Ils ont fait du droit. Et c'est tout le problème de ce dossier. Si on fait du droit, pour un peu, on aurait presque pu l'acquitter. Denis Manochet, qui avait passé 2 ans en détention préventive, ressort donc libre, main dans la main avec Virginie. Seulement ce que la justice française ignore, c'est que le conte de fées incestueux va mal finir. Pour mieux comprendre, il faut remonter en 2014. Virginie s'enfuit du domicile conjugal, laissant à ses trousses Denis, son père et compagnon. Elle a décidé d'aller tout raconter aux gendarmes. La violence, les coups, les humiliations. Et on lui explique qu'en pareil cas, on ne peut pas faire grand-chose. Pour les gendarmes, ça en reste là. Ils lui expliquent que voilà, ils vont faire des rondes peut-être un petit peu accrues du côté du garage, mais ça n'appelle pas d'autres réponses que celle-ci. Je pense aussi que les gendarmes ne bougent pas parce qu'ils sont à 1000 lieues d'imaginer que dans quelques jours, cette histoire va se terminer dans un bain de sang. Et pourtant, lorsque Virginie ressort de la gendarmerie, elle l'ignore. Mais il ne lui reste que 3 jours à vivre. Le 7 octobre 2014, la journée se termine au garage de Frédéric Piard, où Virginie travaille. Avant de fermer l'établissement, la jeune femme et son patron sont en train de rentrer les derniers véhicules, lorsque soudain, Denis Manochet franchit la grille. Il a sur lui une arme, un pistolet 6,35 et il rentre dans le garage. Denis Manochet marche directement sur Frédéric Piard, qui essaye de se mettre en travers de sa route pour lui demander ce qu'il fait là. Je pense qu'il a beaucoup de mal à réaliser ce qui est en train de se jouer. Immédiatement, Denis Manochet tire. Il lui a tiré dessus et sans même s'arrêter. Il a continué son chemin sans se préoccuper des conséquences de ce premier coup de feu. Il n'a pas causé.
Il a tiré tout de suite. Il était venu pour tuer, il était pas venu pour voir le garagiste. Hein. Denis Manochet se dirige tout droit vers l'atelier où se trouve Virginie. Elle est au volant d'une dépanneuse. Elle ne s'aperçoit de rien. Il entend de toute façon que les véhicules sont en train de manœuvrer. Il va directement sur elle et il tire 2 coups. Il tire une première fois en direction de la dépanneuse, qui continue sa manœuvre. Je pense qu'à partir du moment où elle le voit, qu'elle entend un coup d'arme et qu'elle voit que c'est lui en face, parce qu'il a choisi bien sa position de se mettre en face du camion, Virginie, elle a compris que c'était fini pour elle. Et puis ensuite, il va se présenter sur le côté du véhicule et tirer à au moins 2 reprises, à bout portant. Il n'y a pas eu non plus la moindre hésitation. C'est-à-dire qu'il l'a abattue de sang-froid alors qu'elle se trouvait à l'intérieur du camion. C'est ce geste qu'on a toujours vu quand on était gamine, où il a dit un jour ce sera paf paf. Et c'est ce qu'il a fait à Virginie. Une fois qu'il a mené à bien sa mission, il retourne l'arme contre lui et il se supprime. Lorsque les gendarmes arrivent sur place, ils découvrent les corps sans vie de Frédéric Piard et Virginie Manochet. Denis, lui, est entre la vie et la mort. Les gendarmes et les secours arriveront très rapidement à 19h. La zone est presque bouclée. Les pompiers sont arrivés, les gendarmes sont arrivés et effectivement sur place c'est une scène de crime un petit peu particulière. Il est clair que les choses sont malheureusement limpides. L'arme du crime est sur place à côté de lui. Lui, il est là baignant dans son sang et les 2 victimes évidemment aussi sont présentes. Sur le plan des faits, c'est d'une simplicité terrible. En sécurisant les lieux, les gendarmes découvrent qu'un témoin très particulier a assisté à toute la scène. C'est le fils de Denis et Virginie. Il a 13 ans et il est en état de choc. Le fils de Virginie entend les coups de feu, notamment le premier coup de feu. Il se met immédiatement à la fenêtre et il voit une partie de la scène. Il va littéralement être en état de sidération face à cette scène qui va le tétaniser complètement, et ce pendant de très longs instants. Et les premières auditions du fils de Denis Manochet sont assez terribles. Il vient d'apprendre quelques jours auparavant son histoire, la complexité des relations familiales qui existent dans cette famille. Virginie lui a expliqué pourquoi il devait s'enfuir et pourquoi il devait quitter Denis Manochet. Je pense que ce gosse a vécu un véritable calvaire. 8 jours avant, on lui explique que son père, c'est son grand-père, finalement. Et puis que sa mère, c'est sa demi-sœur. Et puis, il y a ce drame épouvantable où il va falloir maintenant lui expliquer, même s'il l'a déjà compris, que le meurtrier de sa mère, c'est à la fois son père et son grand-père. Et que cet homme a tué sa propre fille. Enfin, est-ce que vous imaginez la situation pour ce gosse de 13 ans ? Au beau milieu de la nuit, les gendarmes informent la famille de Frédéric Piard, le garagiste, de la tragédie. Son père se souvient avec émotion de ce moment douloureux. Moi, je l'ai appris à 2h du matin. Que mon fils avait été tué. Juste mes yeux pour pleurer, c'est tout. Maigre consolation pour Jean-Claude Piard. Denis Manochet va miraculeusement survivre à ses blessures. Une nouvelle fois, il va donc se retrouver devant la justice. De façon tout à fait incroyable, il s'est réveillé. Alors certes, très lourdement handicapé, mais avec toute sa tête, toutes ses facultés mentales. Il a perdu l'usage de la parole, il est hémiplégique. Quel destin aussi, il rate son suicide, il fait 6 mois de coma. Il reste plusieurs mois dans une maison où il est suivi. On veut un procès, il faut absolument qu'il y en ait un. Le 3 décembre 2018, un peu plus de 4 ans après le drame, Denis Manochet comparaît devant la cour d'assises d'Évreux pour le meurtre de Frédéric Piard et l'assassinat de sa fille, Virginie. Dans la salle d'audience pleine à craquer,
c'est un homme méconnaissable qui se présente. Et quand il est passé, j'ai revu tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'il a fait et ce qu'il est devenu. L'arrivée de Denis Manéchet au procès, c'est déjà un moment incroyable. Et la tête qu'il avait, quoi. Je pensais que c'était vraiment lui, mais c'était terrible de voir un homme comme ça. C'était toujours une armoire à glace qui avait le contrôle tant psychologique que physique sur nous. Là, on a affaire à quelqu'un qui a pris 25 ans en quelques mois, qui est très amaigri, qui est très affaibli. Il se transporte dans un fauteuil roulant électrique et pour communiquer, il a un abécédaire et donc il pointe avec un doigt chacune des lettres des mots qu'il veut prononcer. Devant les jurés, Denis Manéchet prétend que son crime est en réalité le résultat d'un coup de folie. Il a adopté cette position-là en expliquant que quand il se présente, il vient pour discuter, qu'il n'a aucune espèce d'intention de tuer. Seulement, la version de Denis Manéchet ne colle pas. S'il y avait eu une volonté de discuter avec sa fille, d'abord, il n'avait pas besoin d'arriver avec une arme. Mais là, les faits ont démontré que malheureusement, ce n'était pas ce qu'il venait chercher. Il est venu pour la tuer, ce qu'il a fait, sans hésitation, très clairement et très rapidement, et juste après, effectivement, il a retourné l'arme contre lui. La différence entre le meurtre et l'assassinat, c'est la préméditation. Dans un cas, c'est perpète, dans l'autre cas, c'est 30 ans. Ça se vaut. En revanche, sur un plan moral, je pense qu'il préférait être condamné pour meurtre que pour assassinat. L'homme avait en fait soigneusement préparé son crime, car il était en planque depuis le matin, avant même l'ouverture du garage. Il se stationne vers 7h du matin aux alentours et il va rester là plusieurs heures à attendre que le garage ouvre. Et il va voir les employés arriver, il va voir le patron arriver. Il est allé même jusqu'à se déguiser pour qu'on ne l'identifie pas. Il va attendre que la zone commerciale se vide, qu'on approche de la fin de journée. À 18h50, il prend la décision de rentrer dans le garage. Il sort de sa voiture, il laisse sa perruque, il laisse ses lunettes de soleil, tout le déguisement et son attirail de côté. Et puis le déroulement du meurtre est méthodique. Denis Manéchet n'aurait rien laissé au hasard. Il aurait même signé son crime. S'il a tiré, c'est qu'il avait envie de tuer, il n'avait pas envie de faire autre chose. Hein. D'abord, on ne vient pas dans un garage avec des armes, déjà pour commencer. Il était décidé et il est arrivé armé de cette balle quand même. Donc on ne vient pas armé comme ça si on n'a pas décidé de faire un massacre. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Il a tiré à un endroit très précis de son bras, là où elle avait un tatouage qu'elle avait fait et qui était, je crois, dans une rose, où il était noté « Denis et Virginie pour la vie ». Et ce tatouage-là, elle l'avait fait effacer. Et c'est là qu'il tire. Une question demeure. Pourquoi Denis Manéchet a-t-il tiré sur Frédéric Piard, le garagiste? S'agit-il d'une vengeance? Soupçonnait-il quelque chose entre Virginie et son patron? Je pense que Denis Manéchet, lorsqu'il tire sur Frédéric Piard, c'est pas, comme il le dit à l'audience, un dégât collatéral. À partir du moment où il a eu le sentiment que peut-être Frédéric pourrait représenter un obstacle à la mission qu'il s'était impartie, à ce moment-là, il a considéré qu'il fallait le supprimer. Quiconque se trouvait sur son passage devait s'écarter ou mourir. Il ne pourrait jamais lui pardonner de toute façon. C'était un mari aimant qui vivait une très belle histoire avec son épouse. Ils avaient une enfant qui, au moment des faits, avait 2 ans. Et sa fille, c'était tout pour lui. Hein. Ah oui. D'ailleurs, il en voulait même un deuxième. Mais bon, ça s'est pas fait, malheureusement. Pour le père de Frédéric Piard, c'est un drame épouvantable, parce qu'il a vraiment un gosse qui a tout réussi, qui a monté son garage, qui a femme, enfant et la vie devant lui, et il va perdre justement cette existence pour une histoire qui n'a ni queue ni tête, une histoire terrible dans laquelle il n'est pour rien. Pour Betty, qui revoit son père après 6 ans,
Ce procès est l'occasion d'enfin raconter sa vérité. Elle va se tourner vers son père et les yeux dans les yeux, elle va lui dire tout ce qu'elle a sur le cœur. Le moment le plus important pour moi, il a été là. D'être capable de le mettre face à son personnage, de lui dire qu'il était coupable de tout, que c'était de sa faute, que le mal c'était lui et pas nous. À l'issue de 3 semaines éprouvantes, Denis Manochet finit par accepter de reprendre sa vraie place dans cette famille qu'il a détruite. Il reconnaît qu'il doit désormais se considérer comme le grand-père du fils de Virginie et non plus comme son père. Il a, je crois, fini par comprendre que cette situation était impossible. Voilà. Qu'il n'y avait pas d'accommodement possible avec l'inceste, que ça n'existe pas, que ça n'est pas envisageable, voilà, que c'est quelque chose avec lequel on ne transige pas. Après un cours délibéré, Denis Manochet est condamné sans surprise à la réclusion criminelle à perpétuité. Un verdict qui n'a pas consolé les familles, mais qui était espéré malgré tout. Alors, il n'est pas effondré, il n'est pas triste, il n'est pas révolté, il n'est pas en colère, il n'est pas dans l'incompréhension. Pour lui, cette décision fait sens. Denis Manochet déclare qu'il n'a pas l'intention de faire appel du verdict. Mais l'affaire va tout de même réserver un ultime rebondissement. Je reçois un appel de la maison d'arrêt de Fresnes qui m'annonce que Denis Manochet a fait un arrêt cardiaque. C'est une surprise pour tout le monde. Immédiatement, on imagine qu'il s'est suicidé, qu'on l'a aidé à mourir, que tout un tas de choses ont pu se passer. En réalité, pas du tout. Son cœur a cessé de fonctionner. Une épilogue hors norme, à la hauteur d'une histoire hors norme, d'un procès hors norme. On a un peu le sentiment, moi c'est le sentiment que j'ai eu, que finalement il avait lâché prise complètement et que c'était comme cela que l'affaire et les choses devaient se terminer. Que voulez-vous que je dise? Maintenant qu'il est mort, nous, on nous laisse comme ça, quoi, comme des abrutis, là. Je suis encore fragile, j'ai encore beaucoup de séquelles, je travaille, j'ai repris des études pour comprendre. Mon fils m'a écrit « Maman, tu sais, malgré la famille qu'on est, tu es une maman extraordinaire. » Mais on arrive à être heureux malgré tout. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Manochet. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Je vous dis à bientôt.